Le projet initial, avant que les coopératives à l'origine de la création de ces cités-jardins ne se constituent, était de faire de ce plateau à proximité des Trois-Tilleuls un quartier cossu. Donc, il y avait eu au tout début du XXe siècle le percement du boulevard du Souverain. On est dans les grands travaux d'urbanisme du roi Léopold II. Et Léopold II a mandaté un homme d'affaires, banquier, M. Parmentier, pour qu'il achète les terrains qui se trouvent sur le plateau des Trois-Tilleuls et qu'il entreprenne un travail de lotissement, mais lotissement de luxe. Et puis Léopold II est décédé et M. Parmentier également. Et donc la fondation Parmentier s'est retrouvée avec un ensemble de terrains, mais dont elle n'avait pas en soi d'usage, puisque les protagonistes étaient tous les deux décédés. Quand la coopérative Le Logis a décidé de se lancer dans cette aventure de construire une cité-jardin sur le plateau des Trois-Tilleuls, eh bien, elle a acquis des terres auprès de la fondation Parmentier. Et la coopérative Floréal va également acquérir des terres auprès de la fondation Parmentier, mais également auprès de fermiers et d'agriculteurs. Cette aventure des cités-jardins, elle est née juste après la Première Guerre mondiale. Et c'est la première fois que le Parti ouvrier belge entre dans un gouvernement. On est dans un gouvernement d'union nationale. Et donc c'est le moment des grands changements, des progrès en matière de législation sociale, la création de la Société nationale du logement et des habitations à bon marché. Il y a véritablement la volonté de reconstruire. On a un déficit de 200 000 à 300 000 logements au lendemain de la guerre. C'est un ensemble principalement de maisons à caractère pittoresque dans le style cottage qui se répartissent sur 20 hectares pour ce qui concerne la cité-jardin Floréal et sur 60 hectares pour ce qui concerne la cité-jardin Le Logis. Ces cités-jardins ont été aménagés d'après les plans de l'urbaniste paysagiste Louis van der Swalmen. L'intégralité des maisons du logis jusqu'au début des années 60 ont été conçues par l'architecte Jean-Jules Eggerix. Pour ce qui concerne Floréal, c'est quelque peu différent dans la mesure où la majorité des maisons ont été effectivement pensées par Eggerix et dessinées par Eggerix, mais il a associé d'autres architectes, Raymond Mounart, Lucien François pour ce qui concerne les maisons, ainsi que Van Kerkhove et Jos Mouton pour ce qui concerne également des immeubles à appartements. Ici, avec cette rue des Acantes, on est face à des maisons qui ont été construites par Joseph Mounart. Et donc au niveau architectural, on va voir qu'entre la conception des maisons par Mounart et aussi Lucien François et la conception par Jean-Jules Eggerix, c'est différent. Si on fait un parallèle entre le logis et Floréal, elles sont différentes à différents niveaux. Ce sont des fausses jumelles. La configuration est différente parce que le logis a différents quartiers, chacun centré autour d'un point focal. Alors que Floréal, du fait de sa taille, c'est nettement plus compact. Le deuxième élément, le logis majoritairement se développe sur un plateau. Quand on regarde la façon dont Louis van der Swalmen a fait le tracé, il y a un côté beaucoup plus géométrique. Les places, on le verra, peuvent avoir une forme carrée, une forme ovale, une forme octogonale, comme la place de l'Octogone. Alors que pour ce qui concerne Floréal, on est sur vallon, plateau, vallon, plateau. Van der Swalmen est vraiment dans la philosophie préconisée par les pères des cités-jardins anglais et dans cette idée qu'on n'adapte pas le terrain à soi, mais on s'adapte au terrain. À Floréal, on est dans des noms de rues qui portent des noms de fleurs. Floréal, c'est le 8e mois du calendrier révolutionnaire français. Le logis, ce sont des noms d'oiseaux. Donc quand on regarde les deux cités-jardins, à la fois elles sont très très proches et en même temps elles sont différentes. En quelques années à peine, plusieurs centaines de maisons vont être construites. On est vraiment dans une production en série. On est dans la recherche permanente de construire vite et à moindre frais. Le choix va être de fabriquer les briques sur place. Donc
Donc on va avoir des fours à briques qui vont être installés, mais ces briques ne vont pas avoir une qualité ni une esthétique suffisamment bonne que pour pouvoir être utilisées directement en parement, et donc elles vont être recouvertes de ce crépi que l'on voit. Les maisons où le crépi n'a pas été refait, ce sont des maisons qui ont cet aspect-là. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait il y a deux couches qui se superposent. Ce n'est pas qu'une couche à la tyrolienne. En fait, ce qu'on voit qui est devenu sombre, c'est l'effet de la pollution, c'est clair, mais c'est aussi le fait que de plus en plus, l'arrière-fond apparaît en premier plan. On se retrouve avec, la plupart du temps, en tout cas pour les maisons d'Egerix, avec des fenêtres à guillotine. L'avantage, c'est qu'on gagne de la place. Quand les cités-jardins ont été imaginées en Angleterre, dans l'esprit de Ebenezer Howard à la fin du 19e siècle, on a une époque où il y a un afflux des travailleurs vers les villes qui croisent de manière anarchique, qui sont contraints de louer des taudis à prix d'or parce que la loi de l'offre et de la demande fait que la demande est plus importante que l'offre et que donc les prix montent. Et Ebenezer Howard y voit ces villes qui grandissent de manière tout à fait anarchique et il se dit mais c'est terrible ce qui est occupé de se passer, tant au niveau urbanistique qu'au niveau des relations humaines. Et dans sa tête, c'est mais finalement si je prenais le meilleur et de la ville et de la campagne. C'est comme ça que naît ce concept de Garden Cities. Et donc il y a vraiment un lien étroit entre le projet de société et la concrétisation au niveau urbanistique et paysagère qui va se faire. L'idée de la coopérative, c'est l'idée d'éviter la spéculation. Je dirais le pari qui avait été fait, à mon sens, a assez bien réussi, dans le sens où l'environnement et la beauté contribuent à des relations de voisinage, des relations sociales qui globalement sont tout à fait positives. Alors cette rue, elle est extraordinaire pour moi. C'est vraiment un des endroits les plus extraordinaires au sens premier du terme. Parce que, contrairement à tout le reste de la cité-jardin, eh bien ici vous avez une succession de constructions. Vous n'avez pas de venelle qui sépare des blocs de maisons. Donc de là à là, c'est une succession. Et pourtant, à aucun moment on ne se sent oppressé. Parce qu'il y a ce jeu avec les rythmes. On voit les pignons qui jouent un rôle tout à fait déterminant dans cette mise en scène. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça illustre aussi ce que Egerix a concrètement mis en pratique dans les cités-jardins, que ce soit au logis ou à Floréal, c'est qu'il a fait des types de maisons. Ici, on est avec du Lucien François, mais c'est la même logique. On a par exemple un type de maison A, un type de maison B, un type de maison C. On va avoir sur une même rangée A, B, C, C, B, A. AA, BB, C, BB, AA. Donc ici on est sur la place du logis, c'est la plus grande place de la société coopérative du logis. C'est une place qui a une forme ovale. On a deux maisons séparées, puisque l'une a la moitié d'un pignon et l'autre la moitié de l'autre. Mais de prime abord, pour un regard distrait, eh bien, on aurait l'impression que c'est une grande maison. De nouveau, on se rend compte de la variété des modèles de maisons, ainsi que la variété des portes. Quand on regarde, là on a une porte de ce type-là, on a une porte de ce type-là. Il faut savoir que rien que pour le logis, Egerix a imaginé plus d'une vingtaine de modèles de portes différents. On a les volets qui ici sont pleins, mais quand on se promène à d'autres endroits, on a des volets avec moitié plein, moitié à lamelles. Donc là aussi, il y a tout un jeu, tant au niveau des portes qu'au niveau des volets, pour créer une diversité. Au même titre qu'ici, on est dans le vert et le blanc, et on verra tout à l'heure en allant du côté de l'octogone, là on est dans le vert et le noir. Donc entre les deux parties du logis, on a des distinctions de couleurs. On a du côté du logis une coopérative qui est constituée par des employés de la caisse d'épargne
qui vont très rapidement associer à leur aventure des fonctionnaires. On est dans la petite classe moyenne, si je puis dire. Et puis du côté Floréal, c'est une initiative qui naît dans le milieu des typographes, et en particulier des typographes du journal Le Peuple. Et donc on est dans la presse socialiste, le Parti ouvrier belge et toute la mouvance socialiste. Et les typographes, c'est un peu les aristocrates de la classe ouvrière. Ils savent lire, ils savent écrire. Et donc ce ne sont pas du tout les personnes les plus précarisées qui avaient accès aux cités-jardins, pour la bonne et simple raison que pour pouvoir devenir coopérateur, vous deviez pouvoir libérer un montant pour acheter des parts de la coopérative. Dans le système coopératif, il y avait une part qui était financée par les pouvoirs publics, l'État, la province, donc ça c'était 2/5, et puis il y avait le solde qui était financé par les coopérateurs. La compétence du logement avec la création de la région de Bruxelles-Capitale a été régionalisée. Et donc maintenant, en fait, les habitations sont assimilées à du logement social. Il faut savoir qu'avant, il y avait la priorité qui était donnée aux enfants des coopérateurs, pour eux-mêmes devenir coopérateurs. Et donc, les anciens à Floréal, par exemple, vous diront « Floréal, c'est un village de famille ». Par ailleurs, à ce tableau-là, il faut rajouter aussi les propriétaires. Donc à partir du moment où les pouvoirs publics vont décider de limiter grandement les moyens attribués aux cités-jardins, eh bien les cités-jardins vont décider aussi de vendre une partie de leur logement, ou bien, comme ça va être le cas pour Floréal, de vendre sur plan. Ça veut dire que si on regarde l'ensemble du parc actuel, il y a 10% des logements côté Floréal qui sont devenus propriétés privées, et il y a 17% de l'ensemble des logements, donc maisons et appartements confondus, côté logis, qui sont propriétés privées. Et donc ça veut dire que maintenant, cette part-là, elle vit ce mécanisme de spéculation, puisque c'est un quartier qui est très prisé, c'est un quartier qui est assez extraordinaire au sens premier du terme. Et donc, de nouveau, on a la loi de l'offre et de la demande. Il y a peu de maisons qui sont susceptibles d'être vendues. Et donc, voilà, il y a une forte demande par rapport à une offre qui est limitée.